Oui, merci beaucoup. Effectivement, s'occuper des publics éloignés de l'emploi et ceux particulièrement éloignés de l'emploi a fait l'objet de plusieurs dispositifs, expérimentations et notamment des appels à projets dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences qui ont été de plusieurs ordres. Un appel à projet intitulé 100% inclusion qui visait à aller vers les publics les plus éloignés, proposer de nouvelles manières de les accompagner. Et parmi cet ensemble d'appels à projets dont faisaient partie les appels à projets 100% inclusion, il y avait aussi un appel à projet à destination des réfugiés, entre guillemets réfugiés, puisque le cahier des charges de l'appel à projet s'intitulait intégration professionnelle des réfugiés, mais on parle ici en fait de bénéficiaires de la protection internationale et des demandeurs d'asile de plus de 6 mois. Ce qui a son importance, on le verra au cours de la présentation, puisque les demandeurs d'asile sont bien entendu dans une procédure de demande d'asile qui pourra être validée ou non, et donc ce qui pose des questions en termes d'accès à l'emploi. Voilà, donc moi effectivement j'ai travaillé avec l'association régionale des missions locales pendant plus de 3 ans sur le dispositif qu'ils ont mis en place pour accompagner ce public réfugié vers l'emploi à partir d'une enquête de terrain qualitative en sociologie, puisque je suis aussi affilié à l'Université Paris-Saclay, au Centre Pierre Naville, qui est un laboratoire de sociologie du travail, et au Centre d'études de l'emploi et du travail, qui est rattaché au Centre national des arts et métiers, et qui est un espace interdisciplinaire scientifique comprenant des économistes, des politistes et des sociologues qui travaillent sur le champ de l'emploi et de la formation. Je suis toujours affilié au Centre d'études de l'emploi et du travail, même si je suis chargé de mission pour l'Association régionale des missions locales d'Occitanie. Donc ma présentation va porter sur l'étude de ce dispositif, et il faut bien se rappeler que c'est une étude sociologique. Et donc mon but n'était pas forcément d'aller voir est-ce que les objectifs ont bien été remplis, mais quels sont les effets en général de ce dispositif, et au-delà de ça, qu'est-ce que ce dispositif nous dit de l'accompagnement des réfugiés vers l'emploi aujourd'hui en France, et donc de la politique d'intégration, et donc des politiques de l'emploi en général. Donc il y a un peu une mise en abîme comme ça qui va se faire, et qui a pour but de comprendre aussi un certain nombre de mécanismes macro-sociaux qui font qu'ensuite, sur le terrain, on peut être amené à rencontrer des difficultés qui ne sont pas forcément liées à la pratique qu'on va avoir en tant que travailleur social, par exemple, ou conseiller en insertion professionnelle dans les missions locales. Voilà pour cette courte introduction. Donc effectivement, moi je ne suis pas encore sociologue, mais presque. Je soutiens une thèse au premier trimestre 2024. Donc la thèse est finie, mais la soutenance n'a pas encore eu lieu. Et je suis chargé de mission en même temps pour la RML Occitanie, qui prend en charge de plus en plus des questions d'études et d'observation pour remettre un peu de réflexion aussi dans la pratique des missions locales, et réapporter aussi une approche plus terrain à un certain nombre de sujets d'études qui peuvent se poser quand on en vient à l'accompagnement des jeunes vers l'emploi. Donc j'ai parlé du dispositif d'intégration professionnelle des réfugiés qui concerne les bénéficiaires de la protection internationale, BPI, demandeurs d'asile et les mineurs non accompagnés. Mais les mineurs non accompagnés, ça reste une proportion très faible, puisqu'ils ont été intégrés au projet, en cours de projet. Donc mon approche, mon analyse se base surtout sur l'accompagnement des BPI et des demandeurs d'asile. Les BPI, en fait, quand on dit des BPI, ça comprend les réfugiés, ceux qui ont un titre de séjour pour réfugiés, la protection subsidiaire, et également les apatrides. Également, les apatrides, ça reste un public relativement, proportionnellement peu élevé au regard des autres. Donc c'est un appel à projet qui a été mis dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences, avec pour objectif de faciliter l'insertion dans l'emploi à travers notamment des parcours d'accompagnement vers l'emploi. Les missions locales, qui sont donc l'opérateur central à un niveau opérationnel de l'accompagnement des jeunes de moins de 26 ans, pour être plus précis de 16 à 26 ans, vers l'emploi de manière globale, c'est-à-dire en fournissant un accompagnement qui peut aussi être sur des problématiques dites sociales comme l'accès au logement, ou bien entendu vers l'accès à la formation
a mis en œuvre donc un programme spécifique pour le public réfugié au sens large, comprenant la mise en place de nouveaux partenariats, tout simplement pour aller chercher ce public-là, puisque les demandeurs d'asile n'étaient pas accompagnés par les missions locales avant la mise en œuvre de ces dispositifs, ou en tout cas de manière très marginale. Ça s'est aussi passé par la mise en place d'un parcours dit renforcé d'accompagnement, à la fois à travers un partenariat avec l'association Forum Réfugiés COSI, qui mettait en œuvre ce qui s'appelait à l'époque le dispositif Accélère, qui était un programme d'accompagnement vers l'emploi et le logement des réfugiés, et puis aussi à travers la mise en place dans les territoires où il n'y a pas le programme Accélère, qui n'était pas sur tous les départements de la région, un parcours renforcé en interne au sein de la mission locale, c'est-à-dire la mise en place d'ateliers spécifiques, par exemple des cours de français en langue étrangère pour les réfugiés, un peu plus de temps qui leur a été consacré avec la mise en place de référents de l'accompagnement des réfugiés qui ont pu dégager du temps de travail pour prendre plus de temps avec ce public-là, parce qu'il va demander plus de temps qu'un jeune français accompagné par les missions locales, notamment parce qu'il va y avoir des problématiques de langue, par exemple, rencontrées dans la communication. Il va y avoir tout un tas de spécificités dans l'accompagnement à prendre en compte. Et puis aussi, ça a été, ce dispositif a été une manière de monter en compétence pour les missions locales, avec l'organisation de formations, notamment justement sur le droit d'asile et le droit des étrangers de manière générale, sur l'accompagnement interculturel et des formations qui pouvaient comme ça permettre une montée en compétence sur l'accompagnement d'un public inhabituel, encore une fois, pour les missions locales. Alors, en ce qui me concerne, pourquoi j'ai travaillé avec eux ? Eh bien, parce que lorsque les appels à projets du dispositif IPR, donc IPR Intégration Professionnelle des Réfugiés, je vais l'appeler IPR, sinon ça fait trop long, il était demandé à ce que les porteurs de projets évaluent et suivent ce projet-là. Donc il se trouve que j'ai rencontré l'ARML Occitanie à ce moment-là, et qu'on a décidé, par l'échange qu'on a eu sur ce sujet-là, de mettre en place une recherche-action portant sur la mise en œuvre de ce dispositif-là. Alors en sociologie, quand on va observer l'action publique, en fait, on va observer plusieurs choses. On ne va pas simplement aller observer est-ce que l'atelier de français fonctionne bien, en termes d'objectifs managériaux, par exemple, il y avait 6 personnes prévues sur l'atelier, il y a bien 6 personnes. Ils ont bien appris des notions essentielles de français pendant 1 an. Ça, ce sont des choses que moi, je ne vais pas trop regarder. En fait, moi, ce que je vais regarder, c'est le fonctionnement global de ce dispositif et la politique publique dans laquelle il s'inscrit. C'est de la sociologie de l'action publique. Donc, je vais regarder l'ensemble des acteurs qui peuvent être amenés à travailler avec les missions locales sur ce sujet, y compris les acteurs commanditaires, c'est-à-dire l'État, qui agissent avec des représentations. Donc je vais aller questionner les représentations que ces acteurs ont. Une représentation sociale, ça peut être une pensée sur le fonctionnement de quelque chose qui se rapproche plus ou moins de la réalité, peu importe, mais quelque chose en tout cas qui est partagé par un ensemble d'individus. Ces acteurs agissent donc avec des représentations, mais dans le cadre d'institutions, c'est-à-dire qu'il va donner un cadre à leur action. Cette institution, compris au sens large, ça va être à la fois les normes juridiques, mais aussi les règles procédurières, par exemple, d'une organisation, sa direction, son management, ses routines. Le tout, créer de l'échange dans un processus qui est fait d'interaction justement entre ces différents acteurs avec leurs différentes représentations qui agissent dans ce cadre institutionnel et qui va produire des résultats. Et donc moi, je vais regarder cet ensemble-là qui produit des résultats, et ces résultats sont de 2 ordres. Ça va être à la fois des outputs et des outcomes. Je vais utiliser ces anglicismes-là parce qu'ils permettent de synthétiser en un mot un ensemble d'idées. Mais en gros, les outputs, ça va être les effets du dispositif sur les organisations et la manière dont elles agissent. Donc je vais regarder ce que le dispositif IPR produit sur les missions locales. Et puis ensuite, les outcomes, ça va être les conséquences et les effets que le dispositif amène sur le problème qu'il souhaiterait régler. Alors c'est pas forcément très clair dit comme ça, mais en gros dans le cahier des charges de l'appel à projet,
il est écrit « on souhaite intégrer les réfugiés ». Donc l'objectif global, c'est favoriser l'insertion des réfugiés. Ça, c'est l'outcome. Moi, je vais regarder l'effet du dispositif sur l'insertion des réfugiés. Mais l'output, c'est que pour ce faire, il y a un acteur de terrain qui va organiser une réponse à cet appel à projet et qui va mettre en œuvre le projet. Lui-même va changer ses pratiques pour pouvoir y répondre. Ce qui fait qu'en fait, moi je ne vais pas parler de bénéficiaires d'un dispositif par exemple, mais je vais parler de destinataires d'un dispositif. Et ces destinataires, ce sera à la fois les réfugiés et à la fois les acteurs qui changent leur organisation pour pouvoir les accompagner. Et en fait, le dispositif IPR produit des effets sur ces deux destinataires-là, à la fois sur les réfugiés, dans leur parcours vers l'emploi, mais aussi sur l'organisation de travail des missions locales. Ceci étant dit, on commence à voir qu'effectivement, mon intervention va être un petit peu, va essayer de se raccrocher le plus possible au terrain, mais en prenant en compte tous ces enjeux-là. Je vais continuer mon introduction, d'abord en précisant comment on a mis en place l'enquête de terrain, en quelques mots avec l'ARML Occitanie, en se posant quand même la question, parce que au regard des différentes organisations qui sont là, je suppose que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Comment on produit de la recherche-action, c'est quelque chose que j'ai souvent entendu, recherche-action, recoupant différentes réalités. Et donc j'ai voulu commencer par exposer comment, voilà, avec l'ARML, on a produit cette enquête-là, et ce que ça implique à la fois pour l'ARML, mais à la fois pour moi-même, qui appartient à des sphères différentes, avec des enjeux différents. Ensuite, je vais être un petit peu peut-être provocateur, en posant la question assez frontalement de savoir si la politique d'intégration ne serait-elle pas vouée à l'échec, parce qu'un des premiers effets produit par le dispositif ou observé à travers la mise en œuvre du dispositif IPR sur le parcours des jeunes réfugiés, un des effets que moi j'ai observé, que je veux me mettre en avant, c'est un effet indésirable. C'est-à-dire qu'in fine, je vais me poser la question de savoir si l'accompagnement vers l'emploi des réfugiés ne participe pas parfois à ralentir l'insertion des réfugiés. Non pas ne pas apporter des solutions, mais ralentir. Donc un effet contre-productif. Je vais vous expliquer à travers ma démonstration pourquoi je souligne ce point de vigilance et comment j'en suis arrivé à cette conclusion, avant de dire un petit peu l'inverse. Dans un troisième temps, c'est-à-dire que finalement la mise en œuvre du dispositif IPR est intervenue à un moment où c'est compliqué d'accompagner des demandeurs d'asile de plus de 6 mois vers l'emploi, alors que la loi qui leur permet d'accéder à l'emploi de manière exceptionnelle via une autorisation temporaire de travail est récente, que le débat politique est clivant autour de l'accueil des réfugiés, et que finalement peut-être que le fait qu'un opérateur qui appartienne au champ de l'emploi-formation accompagne un public qui est d'abord, entre guillemets, on va dire, usager ou destinataire de dispositifs pensés par le ministère de l'Intérieur aujourd'hui, participe finalement à faire évoluer l'action publique vers une meilleure intégration. Alors, évaluer un dispositif et conduire une recherche, est-ce que c'est la même chose? Eh bien, donc, quand j'ai commencé à travailler avec l'ARML Occitanie, entre guillemets, la commande, c'était d'évaluer un projet. Et moi, j'ai dit, ok, je vais évaluer ce projet, mais je veux faire une thèse avec. Donc, il va falloir que ce soit à la fois une évaluation et à la fois une thèse. Donc, je vais m'inscrire dans un laboratoire. Et donc, on va obtenir un financement qui s'appelle un financement CIFRE, donc Convention industrielle de formation par la recherche en entreprise, qui permet à des organisations privées, y compris des associations, de pouvoir bénéficier d'un doctorant qui va conduire sa recherche en même temps qu'il va travailler pour cette organisation en bénéficiant d'une subvention du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Et donc déjà, dès le départ, il y avait deux objectifs un peu différents. Il fallait à la fois suivre le projet pour le compte de la DGEFP qui pilotait les appels à projets intégration professionnelle des réfugiés. Et en même temps, moi, il fallait que je réponde à mon laboratoire et les questions de recherche qui peuvent se poser de ce côté-là. Donc ça a été une manière, comme ça, avec le dispositif CIFRE, de pouvoir faire les deux en parallèle, mais bien entendu, les objectifs étant très différents.
eh bien, la manière de conduire la recherche n'a pas les mêmes... il faut jongler entre les deux parce qu'il n'y a pas les mêmes enjeux des deux côtés. Donc, ce qui pose en fait la question de à quoi sert une évaluation. Et je voulais donner 2-3 clés de lecture sociologique sur les évaluations en général. Alors, là aussi, n'hésitez pas à prendre des notes pour me contredire parce que vous-même êtes des acteurs qui peuvent être amenés à conduire ou commander des évaluations ou vous-même les mettre en œuvre. Mais finalement, quand il y a une politique d'expérimentation qui est mise en place et qu'il y a une évaluation qui est commandée par exemple par la DARES et qui va chercher à mesurer les effets de cette expérimentation, on va avoir quelques petits enjeux qui sont différents selon les acteurs qui vont prendre en charge cette évaluation. Si par exemple on a une évaluation qualitative qui est mise en place à propos de l'expérimentation de la garantie jeune par exemple, eh bien on va avoir plusieurs enjeux qui vont se dessiner. L'enjeu pour le politique, ça va être celui plutôt de chercher à légitimer son action par la mise en place d'une évaluation cherchant à bien sûr produire de la connaissance, savoir si l'expérimentation marche, mais ce qu'on peut remarquer, c'est que parfois l'évaluation de l'expérimentation n'est pas finie lorsque le dispositif est généralisé. Forcément, ce n'est pas les mêmes enjeux. L'enjeu du politique, c'est d'agir par exemple avec une urgence sociale, et donc on ne va pas forcément attendre le retour d'une évaluation qualitative de longue durée avant de généraliser le dispositif. Et puis pour les chercheurs qui ont travaillé sur l'expérimentation de la garantie jeune, ça va être de publier. Donc finalement et concrètement, le retour opérationnel pour le service qui a commandité cette évaluation, il va être fait, il va être respecté, etc. Mais ça va être un enjeu de seconde zone. Et donc on va avoir ces deux différents intérêts qui vont comme ça parfois pouvoir être un petit peu contradictoires dans la manière de mener l'étude avec des temporalités qui sont différentes. Donc toute cette petite introduction, c'était pour amener ce propos suivant, c'est que finalement en tant que chercheur qui a travaillé avec un acteur de terrain, il fallait prendre en compte ces différents enjeux. Et donc il fallait avoir un compromis entre produire une évaluation pour le compte d'un acteur public et d'un opérateur de terrain, et en même temps produire une recherche susceptible d'intéresser la sphère académique et être à même de publier des articles scientifiques qui n'ont pas du tout le même contenu qu'un rapport d'évaluation pour la DGEFP par exemple. Tout ceci s'est traduit par une grosse enquête qualitative de terrain tout de même, avec environ 50 entretiens que j'ai conduits avec des réfugiés accompagnés par les missions locales, de manière longitudinale, c'est-à-dire en année N, j'ai conduit un premier entretien, et en année N+1, j'ai conduit un second entretien pour voir les effets sur les parcours. Mais ça a aussi été une enquête multiscalaire, justement pour répondre à ces enjeux de recherche, en interrogeant aussi les professionnels des missions locales sur les difficultés qu'ils rencontrent dans la mise en œuvre du dispositif, mais aussi en entretenant avec les agents de l'État en charge du pilotage de ce dispositif, et y compris en charge de son évaluation. Donc quand on parlait de différentes évaluations de différents enjeux, eh bien si vous voulez, il y a eu un peu sur le dispositif IPR, la DGEFP qui a demandé aux porteurs de projets de produire des évaluations de terrain pour suivre le projet. Il y a eu ensuite une évaluation de plus grande ampleur qui a été commanditée par la DARES, qui est passée à la fois par des enquêtes statistiques et des enquêtes qualitatives pour évaluer le plan d'investissement dans les compétences dans son ensemble. Et puis il se trouve que parce qu'on a eu cette collaboration-là avec la RML Occitanie, comme un autre acteur de 100% inclusion, mettant en œuvre un projet 100% inclusion, est rentré dans la même démarche de faire appel à un chercheur en interne pour conduire une évaluation du projet, et bien finalement, moi j'ai aussi travaillé avec cette personne-là pour enquêter sur l'évaluation de la DARES et sur le pilotage du dispositif. Donc il y a un petit peu un jeu de miroir comme ça qui s'est installé. Et donc l'ensemble de ce que je vais vous présenter inclut justement toute cette galaxie autour de la mise en œuvre du dispositif IPR et ne s'attache pas seulement à comprendre quels sont les effets sur l'accompagnement d'un réfugié à un instant T, mais de comprendre tout le cadre qui s'érige autour de cet accompagnement-là.
pourquoi me poser la question, et vous poser la question un peu piquante, de savoir si la politique d'intégration est finalement pas vouée à l'échec. Je commençais par rappeler que les jeunes destinataires du dispositif IPR sont dits spécifiques, et s'ils sont dits spécifiques par les acteurs de terrain, c'est pas complètement pour rien. Donc, ce sont des jeunes réfugiés. Donc réfugiés au sens de l'ONU, on va dire. Donc une personne qui fuit un pays en raison de menaces individuelles qu'il subit à son encontre. Ce qui sont quand je dis au sens de l'ONU, c'est aussi au sens de la Convention de Genève, qui est le cadre international dans lequel la France se place pour conduire sa politique d'accueil des réfugiés. Et donc, de manière générale, les jeunes qui ont été accompagnés dans le cadre du dispositif IPR par les missions locales proviennent la première origine de ces jeunes, c'est l'Afghanistan. Ensuite, ça va être la Guinée, la Syrie. Alors ici, on a l'Ukraine en 4e position, mais moi j'ai travaillé avant le déclenchement de la guerre par la Russie, donc je n'ai pas eu d'Ukrainiens dans mon dispositif d'enquête et je n'ai pas pu échanger avec eux. Et puis ensuite, on a le Soudan, et globalement, de manière générale, on a 3 zones géographiques de provenance que vont être l'Afghanistan, le Moyen-Orient et l'Afrique de l'Ouest sahélienne, et donc le Soudan, qui constituent la très grande majorité des jeunes qui ont été accompagnés dans le cadre du dispositif IPR. Ce qui correspond peu ou prou aux chiffres de l'OFPRA, donc qui est l'Office français de protection des apatrides et des réfugiés. Donc ce qui correspond grosso modo à ce qui se passe au niveau national, des immigrés qui arrivent clandestinement en France et qui vont déposer une demande d'asile. Donc demander à être protégés par la France au titre de la Convention de Genève et d'obtenir un titre de séjour dans ce cadre-là. Et effectivement, quand on s'entretient avec eux, il y a 2 raisons principales d'émigration qui émergent. Et ces 2 principales raisons, c'est d'abord fuir la guerre. Donc là, on va retrouver effectivement des jeunes Soudanais qui ont passé leur petite enfance au Darfour, qui ont fini par errer entre plusieurs pays, finir par arriver en Libye, et puis au bout d'une dizaine d'années d'errance, vont prendre un bateau pour l'Europe. Et puis on a une autre partie qui ne fuit pas spécifiquement un conflit armé, mais qui va fuir sa culture ou sa famille. Par exemple, si je suis homosexuel, je vais pouvoir émigrer parce que, en raison de mes orientations sexuelles, l'endroit où je vis, ça ne va pas être possible pour moi de vivre. Parmi ces exilés, donc, qui fuient pour des raisons de réelles menaces à leur rencontre, on va avoir trois types de trajectoires migratoires qui se dégagent, qui se dessinent. Alors la première, peut-être on n'y pense pas intuitivement, mais c'est venir en avion. Parce que, effectivement, ça arrive. Et y compris aujourd'hui maintenant, pour partie, les jeunes que j'ai pu rencontrer ont été directement rapatriés par l'État et ont obtenu l'asile dans des camps de l'ONU, par exemple au Tchad, en coordination entre l'OFPRA et la Croix-Rouge qui ont organisé un rapatriement. On a un deuxième type de trajectoire, je vais vous expliquer comment j'ai distingué mes types de trajectoires, qui provient donc d'Afghanistan, du Moyen-Orient et d'Afrique de l'Ouest, une grande zone, mais qui va venir à pied, clandestinement, passer par des réseaux de passeurs, être soumis à rude épreuve avec des traversées de Méditerranée en canot, telles qu'on les connaît médiatiquement parlant, ou bien en passant de la Turquie à l'Union européenne, et en survivant comme ils peuvent durant cette trajectoire. Et on a un troisième type de trajectoire qui est le chemin qui passe par la Libye. Donc je vais distinguer parce que là souvent ce qu'on va avoir à vivre en Libye correspond à de la torture et de la mise en esclavage, c'est-à-dire du travail gratuit en ayant été acheté par un propriétaire. En arrivant en France, donc cet ensemble de jeunes exilés vont donc ensuite poser une demande d'asile et donc passer par la procédure de la demande d'asile qui peut prendre plus ou moins de temps, qui va consister à constituer un dossier pour présenter justement ces menaces individuelles qu'ils ont pu avoir dans leur pays d'origine
à l'office en charge de l'instruction des demandes d'asile, donc l'OFPRA. Mais ce qui fait que dans le projet d'accompagnement des réfugiés IPR, il va y avoir un quart de demandeurs d'asile. Ce qui fait dire à certains chercheurs qui ont travaillé sur l'immigration que ces jeunes-là, enfin ces jeunes, moi je parle de jeunes parce que je travaille avec les missions locales, mais ces personnes exilées-là ont une expérience sociale singulière qui est faite d'épreuves qui sont à potentiel traumatique. C'est-à-dire avec un parcours qui est traumatique jusqu'en France. D'abord à cause des raisons qui font qu'on a exilé, ensuite avec l'ensemble des épreuves qui sont rencontrées, et puis ensuite il va y avoir l'installation en France qui se fait souvent dans une précarité importante parce qu'on va par exemple arriver à Toulouse depuis l'Espagne et puis on va commencer par dormir sur un banc, puis ensuite être orienté vers des dispositifs d'hébergement d'urgence, ensuite être pris en charge, ensuite pouvoir déposer un dossier de la demande d'asile, etc., etc. Et puis on a cette question-là de est-ce que je vais avoir le droit de rester ou pas ? Et est-ce que je vais avoir le droit de travailler et donc de subvenir à mes besoins par moi-même ou pas, qui vont constituer des marqueurs importants dans leur expérience de vie. Au-delà de ça, cette population, elle va donc rencontrer une insertion dans l'emploi qui est compliquée, notamment au regard des autres populations immigrées, de manière tendancielle en Europe. Les réfugiés ont un taux d'emploi moindre que le reste des populations immigrées après leur arrivée. Je vais passer là-dessus. Mais donc, ce que moi je me demande, c'est une fois qu'on a vu un peu ce que c'était le dispositif qui souhaite répondre à la question de leur intégration dans l'emploi et qui sont ces jeunes-là, ce que je me demande, c'est qu'est-ce que va produire la rencontre entre ces jeunes qui ont cette expérience sociale-là, jalonnée d'épreuves traumatiques, avec une procédure de la demande d'asile, etc., etc., et des professionnels de l'accompagnement vers l'emploi, que ce soit les missions locales ou un autre opérateur, mais qui ont bien sûr une compétence et une expérience dans l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, qui vont être aussi des jeunes vulnérables, mais qui n'ont pas ce passé-là et qui ne s'inscrivent pas dans les mêmes procédures et les mêmes statuts administratifs. Eh bien, en regardant du coup ce que produit cette rencontre-là, c'est là qu'on va constater qu'il y a plusieurs effets, et notamment des effets indésirables par rapport, encore une fois, à cet objectif d'intégration dans l'emploi que le dispositif IPR se propose de résoudre. Donc, pour peut-être rendre le propos un peu plus concret, l'idée c'est que ce public-là est vu comme un public avec des problématiques spécifiques. Par exemple, il ne parle pas français, donc ça va être compliqué. Par exemple, il n'est pas suffisamment doté de qualifications, donc ça va être compliqué. Il vit dans une précarité sociale et une urgence sociale, donc ça va être compliqué, sur le front de leur insertion dans l'emploi. Donc quelque part, le dispositif IPR a sa raison d'être, parce qu'il va falloir répondre à ces problématiques spécifiques-là, en donnant des moyens aux opérateurs sur le terrain qui peuvent y répondre. Mais moi, lorsque j'enquête auprès des missions locales, lorsque je m'entretiens avec les réfugiés qui sont accompagnés et avec les professionnels qui les accompagnent, eh bien, je me rends compte qu'il y a énormément de situations problématiques. C'est-à-dire des situations dans lesquelles, finalement, il est trop difficile de les accompagner vers l'emploi. Et ce n'est pas tant dû à ces problématiques spécifiques, ni à leur parcours d'exil sur lequel je suis revenu, mais plutôt à des blocages qui ont attrait à la politique publique en elle-même. Ces situations, elles sont de trois ordres. Ça va être d'abord des situations d'interdit. C'est-à-dire que, par exemple, si je m'entretiens avec un jeune qui est encore demandeur d'asile, qui a trouvé une alternance dans les espaces verts, il a fait la démarche jusqu'au bout de pouvoir rencontrer un patron, et puis ensuite de pouvoir rencontrer une école qui a pu mettre en place l'alternance, finalement, il ne va pas pouvoir la faire parce que tout simplement, il va recevoir il ne va pas obtenir les autorisations nécessaires par les services de l'État compétents parce qu'il est demandeur d'asile. Mais ces situations d'interdit, elles reposent aussi sur des interprétations du droit. Par exemple, dans une mission locale, si je suis professionnel de l'accompagnement vers l'emploi, mais que je ne suis pas formé à la question
du droit spécifique de ces jeunes-là, je vais avoir tendance à me dire, bon, alors, c'est un peu le foutoir, je comprends pas grand-chose. Ce que j'ai compris, c'est qu'il n'a pas le droit de travailler, donc il ne peut pas faire de stage. Donc je vais statuer, bon, pour ce public-là, pas de stage. Donc ça va être tout cet ensemble de situations qui va s'appliquer à ce public-là, qui peuvent soit reposer effectivement sur la loi, soit être d'abord une interprétation, mais qui va conduire au même effet, c'est-à-dire finalement, on va bloquer la démarche d'insertion, puisque si on bloque un stage ou une alternance ou un emploi directement, finalement, c'est le travail des missions locales que d'arriver à ce résultat-là, donc on se bloque un peu le résultat qu'on voudrait atteindre. Et puis, il va y avoir des situations que moi je qualifie de refus qui ressemblent beaucoup au non-recours. Donc le non-recours, on a parlé au comité de pilotage ce matin comme un sujet d'actualité, mais c'est le fait que parfois, je pense que je vous apprends rien du tout, mais quand une politique est mise en place, l'ensemble des bénéficiaires de cette politique-là n'y ont pas recours ou n'y accèdent pas pour diverses raisons. Ces raisons, ça peut être tout simplement parce qu'on ne connaît pas l'offre. Par exemple, je suis jeune de 25 ans, mais je ne sais pas que le RSA existe. Ou ça va être, par exemple, parce que je suis jeune de 25 ans, mais j'arrive pas à monter mon dossier. Ou simplement parce que je suis jeune de 25 ans, je me suis présenté à un guichet dans une mission locale, par exemple, et la personne en face ne m'a pas proposé le RSA, mais m'a orienté vers un autre dispositif, par exemple, parce qu'elle n'a tout simplement pas pensé à me proposer le RSA. Ça va être des mécanismes qui vont générer du non-recours aux droits et services en France, qui font que tant de pourcents de personnes ne vont pas avoir recours à une protection sociale qui leur est pourtant adressée. Dans le cadre des jeunes réfugiés accompagnés par les missions locales, il y a énormément de situations qui se rapportent à ça. C'est-à-dire que, par exemple, je vais être un jeune qui est en fin de dispositif IPR, donc j'ai suivi un parcours d'accompagnement spécifique au sein de la mission locale, et puis j'arrive en fin de ce parcours d'accompagnement, et on ne va pas m'orienter vers un contrat engagement jeune. Parfois, je vais demander ce contrat engagement jeune parce que je sais qu'il existe, et puis mon conseiller va me dire non, c'est compliqué, c'est pas pour toi. Alors que sur le papier, aucune règle juridique ni rien n'empêche normalement à ce jeune-là d'intégrer un contrat engagement jeune. Donc ça va être des situations de refus. Et enfin, on va avoir des situations de désincitation, c'est-à-dire des situations dans lesquelles je vais observer une interaction entre un jeune réfugié et un conseiller ou une conseillère, au cours de laquelle le jeune réfugié va exprimer son désir très fort de travailler dans la restauration, par exemple. Et la réponse qui va lui être faite, c'est non, c'est trop tôt. C'est trop tôt parce que... Mais en tout cas, c'est pas le moment d'accéder à l'emploi. Donc on peut se dire que c'est... moi, il n'y a aucun jugement quand je dis tout ça. C'est simplement que c'est des situations observées au cours desquelles je constate que l'objectif d'insertion dans l'emploi, il est bloqué. Il est bloqué soit du fait qu'une règle existe et qu'elle est d'ordre juridique et qu'elle bloque cet accès à l'emploi, soit simplement que je souhaitais intégrer un dispositif d'accompagnement vers l'emploi comme le SAIG ou une formation ou un emploi directement, mais on m'a dit que non, c'était pas possible, alors qu'il n'y a pas de règle qui existe pour cela, ou simplement qu'on m'a conseillé de faire autre chose. D'où la réponse à ma question: pour l'instant, la politique d'intégration est-elle vouée à l'échec? Un petit peu, parce que si, lorsque je mets en place, moi, acteur public, associatif, etc., un programme qui a pour vocation d'aider à l'insertion, si finalement, dans mon programme, j'ai plein d'éléments qui bloquent cette insertion-là, est-ce que ce ne serait pas finalement constater un échec de cette politique publique-là? Et donc, de ces situations, moi, j'en retiens deux effets indirects majeurs qui seront le risque de ralentir cet accès à l'emploi ou à la formation, sans le vouloir, de manière inconsciente, mais tout simplement parce qu'à force de cumuler des situations d'interdit ou bien de refus d'entrer dans tel ou tel dispositif, ou bien de conseils à ne pas entreprendre, peut-être qu'il s'est passé 2 ans. Et peut-être que sur ces 2 ans, 1 an aurait pu être économisé et j'aurais pu commencer à taffer 1 an avant. Par esprit de contradiction, j'ai appelé ça le wait first, parce que dans l'analyse des politiques publiques, et notamment des politiques de l'emploi,
il y a un certain nombre de dispositifs qui ont eu pour vocation de se dire que l'accès à l'emploi permettrait de résoudre les problématiques sociales et qu'il fallait d'abord accéder à l'emploi avant de résoudre les problématiques sociales, ce qu'on a appelé le work first. Et puis le deuxième effet indirect, c'est le risque de se décourager. Au regard de la trajectoire des jeunes qui sont accompagnés de leur exil, de ce qu'ils vivent et ensuite des procédures qu'ils doivent suivre pour pouvoir subvenir à leurs besoins et trouver un emploi, bien au bout d'un moment, ça a l'effet de se dire, bon, en fait, c'est pas possible, quoi. Donc, à force qu'on me conseille de ne pas chercher un emploi et d'attendre, je vais peut-être commencer par arrêter de chercher un emploi et attendre. Voilà, donc cet ensemble de situations, je vais passer très vite, mais résulte pour moi de deux mécanismes qui reposent sur l'altérité des réfugiés, qui sont la langue et ce que j'appelle le mécanisme de l'attention. Alors le mécanisme de l'attention, ça vient pas de moi comme idée, mais ça vient d'une personne avec qui je me suis entretenu, qui travaille pour le compte d'un ministère, et qui m'a fait part, qui m'a donné l'explication pourquoi il y avait des demandeurs d'asile dans ce projet-là. Et une de ces explications de pourquoi il y avait les demandeurs d'asile, eh bien justement, c'était pour faire progresser l'effectivité de la loi. C'était une stratégie délibérée, en tout cas telle que partagée par cette personne. Moi, je fais que raconter des histoires qu'on me raconte, donc je ne sais pas quelle est la réalité de ces histoires-là. Mais dans cette histoire-là, il y avait l'idée selon laquelle, eh bien oui, c'est très compliqué d'accompagner des demandeurs d'asile vers l'emploi, alors qu'ils n'ont de manière générale pas le droit d'accéder à l'emploi, sauf exception, mais que ces exceptions, c'est très compliqué de réunir les conditions pour pouvoir l'obtenir. Donc ce mécanisme-là, si vous voulez, au niveau général, c'est quelque chose, si on a envie que les réfugiés accèdent à l'emploi le plus facilement, on peut se dire, bah, chouette, c'est une manière effectivement de mieux appliquer la loi qui permet aux demandeurs d'asile de plus de 6 mois de pouvoir accéder à l'emploi sous conditions. Mais sur le terrain, ça provoque énormément de complexité dans l'accompagnement de ces jeunes, qui se traduit ensuite par rien n'est possible de faire du point de vue de conseillers qui sont à leur contact et qui vont avoir une interprétation du droit qui va conduire à des situations d'interdit, de refus, etc. etc. Il n'y a pas de cause à effet, c'est simplement pour mettre en correspondance il y a des enjeux contradictoires à différents échelons qui font que parfois sur le terrain on se retrouve avec une incompréhension de ce qu'il faut faire. Et puis l'autre mécanisme, c'est donc la langue, parce que les jeunes réfugiés ne parlent pas forcément tous bien français, et donc quand on ne parle pas français, ça va compliquer la relation d'accompagnement, et donc des conseillers vont être amenés à se dire si tu ne parles pas français, tu ne vas pas pouvoir aller en contrat engagement jeune, c'est pas possible. Ou si tu ne parles pas français, tu ne vas pas pouvoir accéder à un emploi, c'est pas possible. Donc toi, tu me dis, je veux travailler dans la restauration, d'accord. Moi, je te dis, on va trouver une formation en français d'abord. Oui, mais j'ai déjà complété mes formations en français obligatoires dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Oui, mais c'est pas grave, là, l'urgence, c'est de parler français. Et donc, on va avoir ce côté ralentissement vers l'emploi parce que le jeune réfugié qui est venu demander un emploi, finalement, on l'oriente vers une formation en langue étrangère. Donc, ça repose sur des représentations qui sont celles, entre guillemets, normales d'un professionnel qui va se dire, finalement, mais c'est impossible, on ne va jamais réussir à trouver un emploi. On va d'abord tout faire pour que tu parles français parce qu'en plus, une des barrières connues pour accéder à l'emploi pour le public réfugié, c'est justement la langue. Donc on va avoir ce raisonnement-là, mais plutôt qu'avoir un raisonnement de en même temps, on va avoir un raisonnement de par étape. Ce qui conduit à ce ralentissement que moi j'avançais comme effet indésirable. Pourtant, ces destinataires sont aussi vus comme très aptes à l'emploi par les professionnels qui les accompagnent, qui vont avancer une motivation et un savoir-être d'une très grande... très important chez ce public-là. Bien entendu, c'est pas la seule chose qui se passe. Moi, je me suis amusé à regarder les effets indésirables, parce qu'ils m'ont sauté aux yeux, parce qu'ils ont sauté aux yeux des professionnels avec qui je travaillais, et qu'on s'est dit, mais mince, il faut aller chercher qu'est-ce qui pose problème au final. Pourquoi j'ai le sentiment que rien n'est possible de faire avec ce public-là? Pourquoi, du coup, dans le cadre des objectifs que je dois remplir, par exemple, pour atteindre telle ou telle entrée, ce public, comme il est trop compliqué, je vais le mettre de côté. Bien, cet ensemble de mécanismes que j'ai appelé un
processus de désactivation. Là aussi, c'est un petit peu en provocation au terme d'activation qui est aussi un terme de politique publique qui s'applique à beaucoup de dispositifs d'accompagnement vers l'emploi. Eh bien, ce n'est pas le seul effet qu'il va y avoir dans ce dispositif. Et même, j'irai au-delà, justement, la mise en œuvre de ce dispositif permet de lutter contre ces mécanismes. Pourquoi ? Bon, d'abord, petit rappel qu'au-delà de ces effets indésirables, l'accompagnement qui est prodigué dans ce cadre par les missions locales apporte aussi des ressources. Des ressources qui permettent aux jeunes qui s'en saisissent d'aller plus vite et de mieux s'en sortir au-delà de la seule question de l'emploi. Pour l'instant, j'ai que parlé de ralentissement vers l'accès à l'emploi, mais l'accompagnement global, c'est pas que ça. Et par exemple, le fait de se rendre à la mission locale, de participer à un atelier, de rencontrer d'autres jeunes et des professionnels, permet de sortir d'un certain isolement et de sortir de l'ennui, notamment pour ces fameux demandeurs d'asile, qui quand ils sont dans un centre, dans un CADA, un centre d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, leur quotidien, c'est pas forcément rempli de plein d'activités. Le simple fait de se rendre à la mission locale permet de commencer à se projeter et à pouvoir commencer à rencontrer d'autres personnes, y compris des jeunes qui sont installés sur le territoire depuis plus longtemps. Ça va permettre également de gagner aussi du temps, malgré ces mécanismes de ralentissement vers l'emploi, simplement parce que je vais pouvoir accéder à des cours de français à la mission locale, avant de pouvoir accéder à ceux dispensés dans le cadre du contrat d'intégration républicaine. Et donc, je vais peut-être avoir un meilleur niveau au moment de commencer ces cours de l'OFI, donc avoir moins d'heures de cours de l'OFI, donc peut-être ensuite pouvoir enclencher un parcours d'accompagnement vers l'emploi un peu plus rapidement. Enfin, le dispositif IPR en cours de mise en œuvre a connu la réforme de la formation. Et dans cette réforme-là, il a été prévu que les destinataires des appels à projets du plan d'investissement dans les compétences pourraient recevoir une indemnité, ce qui a été le cas du dispositif IPR et ce qui a permis de sécuriser financièrement leur parcours, parce que ces jeunes-là, quand ils obtiennent un titre de séjour, quand ils sont demandeurs d'asile, ils ont une aide à la demande d'asile, et au moment de l'obtention du titre de séjour, ils vont perdre cette aide à la demande d'asile. Alors si on a 26 ans, on va très rapidement essayer d'accéder au RSA. Et si on a moins de 26 ans, eh bien les dispositifs qui vont permettre d'accéder à des ressources, ça va être des dispositifs qui sont mis en œuvre par les missions locales par exemple. Et ça va être le dispositif IPR. Donc pour un jeune qui est en demande d'asile et qui est dans le dispositif au moment où il obtient son titre de séjour, eh bien finalement, son ADA va être remplacé par l'allocation du dispositif, ce qui va permettre de ne pas avoir une perte sèche de revenus. Et enfin, pour conclure, pourquoi j'ai évoqué l'idée selon laquelle peut-être que mettre en œuvre un dispositif d'accompagnement des jeunes réfugiés, malgré tous ces mécanismes qui conduisaient à des effets indésirables dans leur accompagnement vers l'emploi, c'était peut-être lutter justement contre ces mécanismes. Eh bien, c'est parce que la plupart des effets indésirables que j'ai constatés, je les ai constatés en début de projet. Au moment, justement, où les missions locales n'étaient pas formées sur ce public-là, n'avaient pas les outils pour répondre aux problématiques que les professionnels rencontraient. Faut imaginer, hein, moi je suis professionnel, j'accompagne des jeunes, j'étais conseiller garantie jeune avant, là j'ai voulu changer, je me suis mis sur le dispositif IPR, je suis devenu référent réfugié. Et d'un coup, je suis confronté à ce truc-là de la procédure de la demande d'asile, ou à un jeune qui me parle en dari et un petit peu en anglais, et moi-même je ne parle pas anglais. Faut se représenter ce que c'est compliqué. Mais donc finalement, au fur et à mesure de la mise en œuvre du projet, grâce à des formations, aux échanges de pratiques, aussi à peut-être un effet de réseau, la position des missions locales a commencé à évoluer sur un certain nombre de sujets, notamment la possibilité de faire des stages. Et de cette position-là qui a évolué, eh bien, finalement, il a été décidé dans des missions locales où il n'était pas possible d'en faire, que finalement, ce serait possible, permettant de faire évoluer ce droit dans l'accès au travail. J'irai au-delà parce que, en fait, ce qui, moi, m'intéresse particulièrement, c'est qu'en mettant en œuvre des parcours d'accompagnement vers l'emploi des réfugiés, un opérateur du service public de l'emploi a justement été confronté de manière un peu plus importante à beaucoup de difficultés dans l'accès aux droits de ce public-là. Et parfois, ces difficultés dans l'accès aux droits sont simplement du fait que
Eh bien, dans certains départements, par exemple, certaines administrations publiques, notamment de services des étrangers dans des préfectures, vont être débordées et vont avoir par exemple du mal à renouveler un titre de séjour à temps. Or, quand on ne renouvelle pas à temps un titre de séjour, c'est arrivé dans un département d'Occitanie, on comptait beaucoup de ces histoires dans plusieurs départements, eh bien, le parcours d'insertion qui a été mis en place, y compris avec quelqu'un qui a le droit de rester en France puisqu'il a obtenu un titre de séjour de réfugié par exemple, ça peut se traduire par une perte sèche d'emploi. Une perte sèche d'emploi qui se traduit ensuite par une perte sèche de logement, qui finit dans soit des hébergements informels, soit, et en tout cas qui va du coup retomber dans la boucle de devoir être accompagné, de devoir aller en mission locale faire un SEJ, de devoir recommencer à chercher un emploi, de devoir recommencer à chercher un logement, etc., etc. Simplement parce qu'il y a eu ce décalage de 2 mois entre le renouvellement de son titre de séjour et que donc il a reçu une obligation de quitter le territoire français. Ce que son employeur peu scrupuleux a traduit par « eh bien du coup je te vire et je te paye pas le dernier mois ». Sachant cela, la mission locale se place en protection de ces situations et va aller travailler justement avec les acteurs de l'État, y compris la préfecture et le service des étrangers, pour justement éviter que ce genre de situation se renouvelle. Donc finalement, le fait de s'être emparé de l'accompagnement des réfugiés, j'ai envie de dire, quelque part, a positionné les missions locales dans une position d'intermédiaire du droit des étrangers. Au début, c'était très compliqué, et ça s'est traduit par l'observation que j'ai faite de plusieurs effets indésirables et de situations qui finalement freinaient l'accès à l'emploi des réfugiés, parce que les missions locales et les professionnels étaient démunis, tout simplement. Mais finalement, au fur et à mesure du projet, eh bien, peut-être ce qui s'est passé, c'est qu'en s'emparant de ces questions-là, certaines missions locales, pas toutes, ça dépend aussi des organisations en interne, mais un certain nombre de missions locales se sont positionnées en tant qu'intermédiaires de ce droit-là et ont finalement participé à fluidifier leur parcours d'insertion avec l'ensemble des acteurs qui agissent sur ce parcours-là, y compris les acteurs de l'État régalien. Simplement, effectivement, donc on a vu là une analyse sociologique avec une grosse enquête qualitative appliquée à un dispositif d'action publique. Moi, j'ai envie de conclure comme ça, mais c'est pour ouvrir les échanges. Mais finalement, on voit que ça ne permet pas tout de conduire une enquête de terrain. Et selon ce qu'on se pose comme question, eh bien, les résultats vont en être complètement orientés. Et moi, ce que j'ai fait, c'est finalement une analyse d'une politique publique dans son ensemble. Donc si un référent du dispositif IPR me demande comment j'accompagne mieux mes réfugiés sur cet atelier, c'est ton boulot, c'est pas moi, je sais pas. Par contre, là où cette enquête intervient, c'est plutôt une redéfinition de qu'est-ce qui pose problème au niveau macro-social et comment on retrouve ces problématiques-là sur le terrain, et est-ce que sur le terrain, on a une prise quelque part pour essayer de faire notre travail en prenant en compte ces problèmes qui ne sont pas les nôtres finalement. Quand j'accompagne quelqu'un qui n'a pas le droit de travailler, c'est pas moi qui vais changer son insertion dans l'emploi, c'est la loi Asile et Immigration, et selon ce que le Sénat et l'Assemblée nationale décident à la fin. Donc par contre, ce que ça va peut-être permettre, c'est simplement de pouvoir faire des formations et l'échange de pratiques qui seront généralisées à l'ensemble du réseau, par exemple sur, bon, finalement, quand j'ai le syndicat FRSEA, donc le syndicat agricole en Occitanie, qui me dit « mais moi je veux des réfugiés parce que j'ai pas de public et que de toute façon j'ai pas besoin qu'ils aient leur B1 en français, franchement je m'en fous ». Eh bien rien que ce changement de posture-là par de la formation et de l'échange de pratiques, peut-être que in fine ça changera quelque chose. En tout cas moi j'espère que ça permette d'aider l'accompagnement vers l'emploi et le travail de ces professionnels-là à travers ça, mais c'est quelque chose de très diffus, et donc ça ne porte pas sur des ateliers concrets ou une manière concrète de changer les choses à une échelle micro-sociale.